Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Politique étrangère américaine, un nouvel ordre mondial s'annonce. Quel scénario pour le Venezuela post-Maduro? Manifestation en Iran, Trump confronté au dilemme d'une opération contre le régime des Mollahs. Après le Venezuela, Trump envisage une intervention armée au Groenland. Dans la seconde partie, nous traiterons d'un sujet marqué par sa stabilité et sa continuité, illustrant un partenariat basé sur la confiance et solidement consolidé au fil du temps. Le Congrès américain célèbre 250 ans d'amitié et de diplomatie entre le Maroc et les États-Unis. Cannes 2025, le Maroc impose un nouveau standard organisationnel. Cannes 2025, l'édition marocaine signe le plus grand succès de l'histoire du football africain. La politique étrangère des États-Unis connaît une phase de transformation rapide dont les répercussions s'étendent de l'Amérique du Sud à l'Arctique tout en impliquant le Moyen-Orient. Ainsi, une opération militaire spectaculaire menée par les forces américaines à Caracas a abouti à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, soulevant de vives critiques quant au respect du droit international et à la souveraineté nationale des États. Parallèlement, les tensions avec l'Iran s'accentuent. Washington avertissant Téhéran des conséquences potentielles en cas de répression des manifestations internes, un message qui exacerbe les risques d'une confrontation dans une région déjà instable. Dans l'Arctique, l'administration américaine a également relancé ses prétentions sur le Groenland, qu'elle considère comme crucial pour la sécurité nationale, déclenchant l'opposition ferme du Danemark, de la population groenlandaise et de plusieurs alliés de l'OTAN, qui y voient une remise en cause de la souveraineté territoriale et de l'unité occidentale. De Caracas à Téhéran et jusqu'au Groenland, la politique étrangère américaine apparaît aujourd'hui plus affirmée, voire agressive, aussi entre logique transactionnelle et démonstration de puissance. La question demeure ouverte, cette posture constitue-t-elle un levier efficace pour la stabilité et la sécurité internationale, ou risque-t-elle d'engendrer une instabilité durable? Alors pour discuter de ces sujets, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le général Mark Kimmitt, ancien adjoint du secrétaire d'État aux affaires politiques et militaires. Il a également occupé les fonctions de haut niveau au département de la Défense, notamment en charge des affaires du Moyen-Orient. Il a par ailleurs exercé les fonctions d'adjoint au directeur des stratégies et des plans au sein du commandement central des États-Unis. Nous avons également l'honneur d'accueillir le Dr Robert Satloff, directeur exécutif du Washington Institute for Near East Policy, éminent spécialiste des affaires arabes et islamiques ainsi que de la politique américaine au Moyen-Orient. À mes côtés se trouve le chroniqueur de l'émission Ryan Ekstrom, ancien collaborateur du député Joe Wilson et expert des relations sino-américaines, ainsi que des questions de politique de défense. Alors permettez-moi tout d'abord de vous donner la parole, Ryan. En fait, la politique étrangère du président Trump semble entrer dans une phase nouvelle à la suite de l'arrestation de Nicolás Maduro et du durcissement des avertissements adressés à l'Iran. Quels changements fondamentaux observez-vous récemment dans cette orientation diplomatique et quelles évolutions majeures anticipez-vous pour la prochaine étape? Ce qui paraît évoluer de manière significative, Marc, c'est la redéfinition opérée par le président Donald Trump du principe America First. Celui-ci ne renvoie plus à une logique d'isolationnisme ou de repli stratégique, mais à une projection ciblée et sélective de la puissance américaine dans les espaces où les intérêts des États-Unis sont directement engagés. On observe ainsi un regain d'intérêt pour la poursuite de ces objectifs sans dépendre excessivement des alliances traditionnelles, ni leur accorder un rôle central au profit d'initiatives largement unilatérales menées dans diverses régions du monde. Cette approche vise à remodeler les équilibres d'influence dans le cadre du paradigme America First. Général Kimmitt, pourriez-vous revenir sur les fondements de la stratégie de sécurité nationale déployée sous la présidence de Donald Trump, et en particulier sur le recentrage affirmé vers l'hémisphère occidental, dans l'objectif d'y affirmer un leadership effectif des États-Unis?
Cette orientation stratégique a conduit à placer certains pays sous une surveillance renforcée, au premier rang desquels le Venezuela. Quels étaient de manière précise les objectifs visés par l'opération spéciale, conduite avec une telle rapidité et une efficacité manifeste? Sur l'autorité appelée à exercer le pouvoir, à l'issue de cette séquence, le président Trump a évoqué son secrétaire d'État et son secrétaire à la Défense. Cette position est-elle compatible avec les usages du droit international? Vous avez raison, il s'agit là d'un mode de recours à la force que les États-Unis connaissent parfaitement. Bien qu'il n'y ait plus eu de recours de manière explicite depuis un certain temps, ce type d'intervention armée appartient à un registre stratégique que l'opinion et les institutions américaines comprennent et maîtrisent, même s'il est demeuré en retrait ces dernières décennies. L'histoire en offre plusieurs précédents marquants, qu'il s'agisse de l'intervention avortée de la baie des Cochons, de l'intervention américaine au Panama, au cours de laquelle le chef d'un État souverain fut arrêté et détenu. Plus largement, l'intérêt stratégique des États-Unis pour leur environnement régional s'inscrit dans une continuité historique ancienne, amorcée avec la doctrine Monroe et réaffirmée sous des appellations renouvelées à différentes périodes de leur politique étrangère. Robert, maintenant que Maduro est placé en détention, quelles conséquences juridiques et diplomatiques peut-on envisager aussi bien devant les juridictions américaines qu'au sein des instances internationales, en particulier aux Nations Unies? Une telle situation est-elle susceptible de créer un précédent majeur dans la manière dont les États-Unis conduisent leur politique étrangère? Votre question est pertinente. L'arrestation de Nicolás Maduro peut être présentée comme une simple application de la loi. Reconnu coupable de plusieurs infractions, il aurait été appréhendé par les autorités américaines comme tout autre justiciable. Dès lors, procéder à son arrestation sans transformation concomitante du système politique, tout en s'appuyant sur son vice-président, pose une équation singulière et paradoxale, donnant l'impression d'un transfert de pouvoir au profit du suppléant de Maduro. La question centrale devient alors la suivante. Comment la situation sera-t-elle administrée au Venezuela? Qui exercera un contrôle effectif sur les ressources pétrolières du pays? Assistera-t-on à une véritable transition politique ou s'agira-t-il simplement d'un remplacement de dirigeants sans changement structurel réel? Les répercussions d'un tel scénario seraient considérables, non seulement pour l'Amérique latine, mais également à l'échelle mondiale. Les dirigeants internationaux observent attentivement la position des États-Unis, appelés à jouer un rôle de référence. Général Kimmit, nous avons récemment entendu le président Trump tenir des propos très virulents à l'encontre du président colombien ainsi que des dirigeants du Mexique et de Cuba. Cette rhétorique est-elle susceptible d'accentuer les tensions et de fragiliser l'équilibre régional ou peut-elle au contraire ouvrir la voie à une désescalade progressive? Quelle évolution vous paraissent dans ce contexte raisonnablement envisageable? Possible de-escalation over time. How do you see this playing out, sir? Je tiens en premier lieu à souligner que la responsabilité d'assurer la stabilité ou au contraire d'en provoquer la déstabilisation incombe avant tout aux dirigeants de ces pays. Cela étant, je partage pleinement l'analyse de Satloff. J'ai moi-même consacré un article à cette dynamique émergente de changement de régime que l'on observe actuellement au Venezuela. Cette situation ne saurait être assimilée à l'expérience irakienne. En effet, il n'y a ni occupation du territoire vénézuélien, ni entreprise de démantèlement systématique des structures politiques ou militaires existantes, ni stratégie comparable à l'éradication du parti ou à la dissolution de l'armée. L'approche privilégiée consiste plutôt à coopérer avec une nouvelle direction politique. À mes yeux, cette méthode favorise la cohésion nationale. D'autant plus qu'elle s'inscrit dans une liberté d'action assumée par le président Trump et son administration. Peut-on parler d'un changement de régime fondé sur la contrainte ou la menace? En un sens, oui. Toutefois, le fait d'autoriser la vice-présidente Dulce Rodriguez et son entourage à exprimer publiquement des critiques à l'égard des États-Unis ne constitue pas un obstacle, tant que la sécurité et la stabilité demeurent garanties. Tant que les objectifs fondamentaux sont partagés et qu'aucune réaction populaire significative ne se manifeste au Venezuela, ce processus ne reproduira pas le précédent irakien, qui s'est étendu sur près de 2 décennies. À ce stade, mon évaluation de l'action menée par l'administration Trump est globalement positive. Néanmoins, la prudence s'impose. Les événements sont encore récents et le recul demeure insuffisant puisque 2 semaines seulement se sont écoulées.
L'histoire s'inscrit dans le temps long et ses développements restent encore en cours. En général, nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement sur ce dossier ainsi que sur l'analyse que vous avez récemment publiée dans Politico. Mais avant de poursuivre notre échange, arrêtons-nous un instant sur cet article intitulé « Pourquoi Trump va là où George W. Bush ne l'a pas fait en matière de pétrole ». نشرت جريدة البوليتيكو مقالا تحت عنوان لماذا يذهب ترامب إلى حيث لم يذهب جورج دبليو Politico a récemment publié un article intitulé « Pourquoi Donald Trump s'aventure-t-il là où George Bush ne s'est pas engagé en matière de pétrole ?» signé par Mike Sorogan. L'auteur y rappelle d'emblée que George W. Bush s'est longtemps employé à réfuter l'idée selon laquelle l'invasion de l'Irak aurait été motivée par la volonté de contrôler les ressources pétrolières du pays. À l'inverse, son successeur républicain Donald Trump a placé au cœur de son discours les approvisionnements pétroliers du Venezuela, reléguant au second plan ses critiques habituelles relatives à la répression politique et au trafic de stupéfiants. Sorogan souligne que cette focalisation explicite sur le pétrole illustre l'ampleur des transformations intervenues dans le paysage politique américain depuis l'ère Bush. Selon l'auteur, Donald Trump a profondément infléchi l'orientation de la politique étrangère des États-Unis, s'éloignant d'une doctrine fondée sur l'intervention militaire comme instrument de diffusion de la liberté et de la démocratie. Pour éclairer ce contraste entre les deux présidents, Sorogan cite l'analyse de Mark B. Jones, professeur de sciences politiques à l'université Rice, qui explique que nombre de partisans du mouvement Make America Great Again se montrent peu réceptifs aux idéaux de reconstruction nationale à l'étranger. En revanche, présenter l'intervention extérieure comme un levier au service de la sécurité énergétique et des intérêts des consommateurs américains leur apparaît bien plus convaincant. Sur le plan des calculs politiques, l'auteur conclut en soulignant que la rapidité et l'ampleur de ce tournant en matière de politique étrangère rendent la situation d'autant plus remarquable que Donald Trump semble non subir que des répercussions politiques limitées grâce à une approche fondée sur le pragmatisme et le compromis. Sur le plan intérieur, bien qu'il ne soit pas confronté à une nouvelle échéance présidentielle immédiate, le président n'a pas dissimulé ses inquiétudes concernant les élections de mi-mandat, redoutant qu'une victoire démocrate ne ravive la perspective d'une nouvelle procédure de destitution. Bien. Robert, cette évolution ne traduit-elle pas un changement profond dans la manière dont les guerres ou interventions américaines à l'étranger sont désormais présentées et justifiées? Lors du conflit en Irak, George W. Bush avait pris soin de ne jamais qualifier l'opération de guerre pour le pétrole. Cette prudence s'expliquait notamment par les liens étroits entre son entourage et le secteur pétrolier. Son vice-président avait dirigé une entreprise fortement implantée dans ce domaine, et le président lui-même entretenait en tant qu'élu texan des relations notoires avec l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, en revanche, le discours a sensiblement évolué. Donald Trump affirme explicitement « Oui, il s'agit de pétrole ». Et nous serons partenaires des Vénézuéliens dans ce secteur. Dès lors, quelles garanties peuvent être avancées pour éviter que l'intervention américaine ne se traduise par un financement indirect de la répression ou par la consolidation de réseaux d'influence au Venezuela, précisément celle que Donald Trump affirme vouloir combattre? Il s'agit en effet d'une question à la fois pertinente et déterminante. C'est dans cette optique que le président Trump a rencontré il y a quelques jours plusieurs dirigeants de premier plan du secteur pétrolier. Toutefois, cette initiative a suscité des réactions critiques, certains y voyant une démarche prématurée, voire contraire à l'intérêt national, dans la mesure où une implication américaine approfondie dans l'industrie pétrolière vénézuélienne serait envisagée avant la mise en œuvre de réformes politiques et juridiques fondamentales au Venezuela. Dès lors, la question et la méthode se posent avec acuité. Par où commencer? L'objectif d'un afflux d'investissements américains est-il avant tout de tirer profit de la manne pétrolière vénézuélienne? Ou convient-il en amont de promouvoir des réformes politiques et juridiques susceptibles de créer un environnement stable? Général Kimmitt, quand nous travaillions ensemble sur le dossier irakien, le président George W. Bush mettait régulièrement en avant la notion de liberté ainsi que sa conviction profonde selon laquelle chaque être humain aspire naturellement à l'émancipation. Avec Donald Trump, en revanche, comme vous l'avez vous-même souligné dans votre article, le discours s'articule prioritairement autour d'accords concrets.
Il est désormais question de mettre en place des mécanismes visant à l'extraction du pétrole et à sa commercialisation, objectifs devenus centraux dans l'action engagée. Cette approche apparaît davantage sous un angle économique et transactionnel que comme un projet de reconstruction ou de restauration démocratique au Venezuela. Dans quelle mesure ce changement de paradigme a-t-il modifié la dynamique et les fondements même de la politique étrangère américaine? Il convient de rappeler que l'enjeu ne se limite pas à la question pétrolière en tant que telle, mais concerne également la destination des exportations de brut. Celles-ci étaient en grande partie orientées vers la Russie et la Chine, dans un contexte où les États-Unis se montraient particulièrement attentifs à l'efficacité des régimes de sanctions imposés à l'Iran et à la Russie. Dès lors, la dynamique actuellement à l'œuvre s'inscrit dans une mise en application renforcée de ces sanctions, visant à en assurer les effets stratégiques escomptés à l'encontre de la Russie et de la Chine, tout en cherchant à reprendre le contrôle des flux pétroliers au bénéfice des États-Unis et du peuple vénézuélien. Ryan, les États-Unis ont récemment arraisonné plusieurs pétroliers qualifiés de navires fantômes, lesquels changent fréquemment de pavillon et empruntent des itinéraires variables vers différentes destinations. Par ailleurs, on constate que cette rhétorique s'étend désormais bien au-delà du seul cas vénézuélien, en englobant également Cuba, l'Iran et même le Groenland. Trump semble ainsi privilégier une approche fondée sur l'exploitation directe de la puissance et de l'influence américaine comme levier de pression politique. Cette stratégie est-elle selon vous un atout sur le plan politique ou comporte-t-elle au contraire des risques, y compris au sein de la base républicaine? Écoutez, la dynamique de surexpansion comporte indéniablement des risques majeurs. Comme je l'ai dit déjà, il convient d'abord de considérer la dimension externe, liée à la manière dont ces actions se déploient concrètement sur le terrain, que ce soit au Venezuela, en Iran ou au Groenland. Parallèlement s'impose une dimension de politique intérieure, tenant à la réaction des électeurs et des soutiens du président face à des orientations qui, bien que distinctes dans leur contexte, peuvent parfois paraître similaires dans leur logique. C'est précisément dans cette tension que réside le paradoxe des interventions engagées par Donald Trump. Si certaines initiatives de ce type peuvent dans ce cas ouvrir la voie à l'instabilité, nombre d'entre elles peuvent également conduire à des perspectives durables, à condition toutefois que la marge d'erreur particulièrement étroite soit scrupuleusement maîtrisée. Général Kimmit, le président Trump a récemment évoqué la possibilité d'un recours à la force militaire, une option qui, au regard de votre expérience opérationnelle, suppose une crédibilité réelle dès lors qu'un chef d'État est en capacité de mettre ces menaces à exécution. Comment les adversaires des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Iran ou de Cuba, interprètent-ils ces déclarations? Doivent-ils les percevoir comme de simples postures ou comme des menaces à prendre pleinement au sérieux? Quel est à ce sujet votre point de vue? La question centrale est selon moi celle du caractère évolutif et transparent des processus engagés. L'opération militaire conduite au Venezuela, tout comme celle menée précédemment contre l'Iran lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe, ont mis en évidence un degré d'efficacité et de maîtrise opérationnelle que, pour être franc, je n'avais jamais observé tout au long de ma carrière militaire. Cette démonstration constitue à bien des égards un puissant facteur de dissuasion. Son impact ne se mesure donc pas à l'aune de nos propres perceptions, mais plutôt à travers le regard que portent nos adversaires sur nos capacités. La dissuasion, à l'instar de la guerre, vise avant tout à infléchir les comportements. L'espoir est que le niveau de compétence et de puissance démontré par les forces américaines permette de surmonter deux défis majeurs. Premièrement, l'atteinte d'un tel seuil de performance implique la capacité d'engager ces moyens avec une rapidité extrême. Deuxièmement, ce degré d'excellence signifie également que la moindre erreur lors d'une opération future pourrait avoir des conséquences catastrophiques, se traduisant par la perte de nombreuses vies parmi nos soldats et par leur retour au pays dans des conditions tragiques. Robert, le général a mis en avant le niveau de précision particulièrement élevé atteint par les forces américaines, tant lors de l'attaque menée en juin contre des installations nucléaires iraniennes
que dans le cadre de l'opération spéciale ayant abouti à l'éviction de Nicolás Maduro. Dans le même temps, la situation en Iran suscite de fortes inquiétudes alors que des manifestations ont été violemment réprimées et que plusieurs sources font état d'un nombre important de victimes. Dans ce contexte, le président Trump a déclaré qu'il n'excluait pas une action militaire si de tels événements venaient à se poursuivre. Dès lors, dans quelle mesure estimez-vous que la Maison-Blanche est réellement prête à passer du registre de la menace à celui de l'action? La situation actuelle concernant l'Iran se distingue fondamentalement des opérations menées en juin contre ce pays, ainsi que de l'intervention visant le Venezuela. Dans ces deux cas, les objectifs étaient clairement définis et circonscrits. Neutraliser les installations nucléaires iraniennes d'une part et procéder à l'arrestation de Nicolás Maduro d'une part. En revanche, s'agissant de l'Iran aujourd'hui, les finalités apparaissent beaucoup plus incertaines. S'agit-il d'un projet de changement de régime ou plutôt d'une volonté de réduire la capacité des autorités iraniennes à recourir à la force pour réprimer les manifestations? Et le cas échéant, selon quels critères ces objectifs pourraient-ils être évalués et mesurés? Quels sont en définitive les buts réellement poursuivis? Cette indétermination rend la situation actuelle sensiblement plus instable que lors des précédentes opérations du juin ou de l'intervention au Venezuela. Dans ces conditions, il est probable que la Maison-Blanche fasse preuve d'une plus grande hésitation en l'absence d'objectifs clairement formulés. Toutefois, le président pourrait également être tenté de recourir plus aisément à la force, fort des succès obtenus lors des précédentes actions militaires. Toutefois, l'ambiguïté persistante entourant les objectifs stratégiques nourrit inévitablement une forme de prudence et de retenue. Général Kimmitt, penchons-nous sur la différence fondamentale entre la situation iranienne et celle du Venezuela. Comment appréciez-vous les risques liés à d'éventuelles frappes américaines visant des infrastructures stratégiques susceptibles d'affaiblir le régime en place et à terme d'en provoquer l'effondrement? Je partage pleinement l'analyse du Dr Satloff, qu'il s'agisse du Venezuela ou de la frappe aérienne menée contre une installation nucléaire iranienne. Ces opérations se distinguent radicalement des objectifs stratégiques que les États-Unis semblent aujourd'hui assigner à leur politique à l'égard de l'Iran. La menace actuellement formulée est claire. Si le régime iranien persiste à réprimer violemment les manifestations et à provoquer des pertes humaines parmi les civils, les États-Unis se réservent la possibilité d'intervenir. De manière générale, ni l'attaque de juin contre l'Iran, ni l'opération conduite au Venezuela ne constituent des précédents pleinement pertinents pour analyser la situation actuelle. En revanche, un parallèle plus éclairant pourrait être établi avec certaines opérations menées par Israël contre le Hezbollah au Liban, lesquelles s'inscrivent dans une stratégie graduée de réduction des capacités adverses à plusieurs niveaux. Dans le cas iranien, la cible potentielle ne serait pas le régime dans son ensemble, mais les principaux instruments de la répression, à savoir les forces des gardiens de la révolution. Il ne s'agit pas d'envisager l'élimination ciblée de hauts dirigeants iraniens par des moyens tels que des drones, mais plutôt de recourir, le cas échéant, à la coopération d'un allié disposé et capable d'apporter son concours, en l'occurrence l'État d'Israël. À titre personnel, j'exclus toute hypothèse visant l'enlèvement du guide suprême Ali Khamenei ou du président iranien. Le véritable centre de gravité de la répression demeure la garde révolutionnaire, qui pourrait constituer la cible principale d'éventuelles actions. Les États-Unis ont déjà démontré leur capacité à neutraliser cette structure, notamment par l'élimination de Qassem Soleimani en Irak. Les gardiens de la révolution sont pleinement conscients de l'étendue des capacités américaines, et je pense que c'est précisément cet effet dissuasif que les États-Unis cherchent aujourd'hui à consolider. Général, restons dans le champ des questions de défense en abordant un troisième dossier qui a récemment occupé une place centrale dans l'actualité, à savoir la volonté exprimée par le président Trump d'annexer le Groenland. Comment cette perspective a-t-elle pu émerger? Cette initiative est-elle de nature à fragiliser les alliances des États-Unis avec leurs partenaires européens? Ou peut-on au contraire envisager l'existence d'un compromis acceptable? Plus fondamentalement, quels sont les objectifs du président Trump à travers cette démarche? Well, first of all, I think if we look at the end state in the goal, si l'on se place dans une perspective stratégique de long terme, nul ne saurait contester que la fonte progressive des glaces arctiques confère aux routes maritimes de cette région un intérêt géopolitique majeur, aussi bien pour la Russie et la Chine que pour les États-Unis. Tel est, en définitive, l'objectif ultime.
Toutefois, les méthodes et les postures mises en avant dans le discours médiatique contemporain pour atteindre cet objectif varient entre une approche diplomatique fondée sur la négociation et des attitudes plus imprévisibles, voire excessives, incarnées par certains dirigeants. Il convient de rappeler que le Groenland est lié aux États-Unis depuis 1950 par un accord spécifique relatif à la présence et à la liberté d'action des forces américaines. Accord qui autorise Washington à se déployer sur l'ensemble du territoire groenlandais en mobilisant l'ensemble de ses moyens. Dès lors, la position américaine à l'égard du Groenland constitue un signal clair adressé aux Européens en général et à l'OTAN en particulier. Toute volonté de soutien effectif au Groenland implique un engagement concret, lequel ne saurait être sans contrepartie. Ryan, pour conclure cet échange et en proposer une synthèse, comment les intentions affichées par Donald Trump concernant le Groenland s'articulent-elles avec les positions précédemment adoptées à l'égard du Venezuela, ainsi qu'avec les avertissements adressés au régime iranien? Ces orientations relèvent-elles d'une même logique inscrite dans le cadre du principe « l'Amérique d'abord » ou faut-il au contraire y voir des démarches distinctes répondant à des contextes, à des objectifs spécifiques? Il n'existe pas à ce stade de cadre stratégique global permettant d'articuler de manière cohérente les trois dossiers évoqués, à savoir le Groenland, le Venezuela et l'Iran. Autrement dit, le dénominateur commun qui les relierait ne s'impose pas de façon évidente. Ce qui ressort néanmoins de l'observation de ces initiatives, c'est l'affirmation d'une ligne de conduite générale qui privilégie l'action unilatérale, la consolidation de l'hégémonie américaine et le durcissement de la politique étrangère dans le but de préserver et de garantir les intérêts des États-Unis. Reste toutefois une interrogation fondamentale. Quels sont précisément les objectifs poursuivis dans chacun de ces trois contextes ? Et surtout, quel lien structurel peut-on établir entre eux? À ce stade, il reste délicat d'en proposer une interprétation définitive. Nous poursuivrons cette analyse dans la seconde partie de notre échange. On se retrouve dans quelques minutes. Welcome back to the second half of this week's episode of Min Washington. So, in this segment, we focus on three developments that capture a larger truth about Morocco's... Nous voici de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Nous mettons à présent en lumière trois évolutions majeures qui illustrent avec force la réalité d'une présence marocaine de premier plan sur la scène internationale. Celle d'un pays conscient de la profondeur de son héritage historique et résolument tourné vers l'avenir. Notre parcours commence à Washington, où le Congrès américain a célébré 250 ans d'amitié entre le Maroc et les États-Unis, l'une des relations diplomatiques les plus anciennes de l'histoire américaine. Bien au-delà d'une simple commémoration symbolique, cet anniversaire a rappelé que le Maroc fut l'un des tout premiers États à reconnaître les États-Unis. Ces liens fondateurs se sont au fil du temps consolidés pour donner naissance à un partenariat solide, reposant sur la coopération sécuritaire, les échanges commerciaux et la stabilité régionale. Dans un contexte international marqué par de multiples incertitudes, cette alliance demeure un pilier de confiance, témoignant de la continuité des relations ancrées depuis des siècles. Du registre diplomatique, nous passons à un autre domaine dans lequel le Maroc continue de s'illustrer avec éclat, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition a mis en évidence non seulement des infrastructures sportives de tout premier plan, mais également une capacité organisationnelle exemplaire, un dispositif de sécurité maîtrisé, une hospitalité reconnue et une fierté nationale pleinement assumée. Le Maroc ne s'est pas contenté d'accueillir le continent africain, il l'a reçu avec générosité, tout en établissant de nouveaux standards d'excellence. Le leadership du Maroc ne se limite pas seulement à la réussite de grands événements sportifs, il s'exprime aussi à travers la contribution active à l'avenir du sport africain porté par des investissements durables, le soutien aux sélections nationales et le développement des compétences et de la jeunesse en partenariat avec des organisations internationales. Le sport s'impose ainsi comme un levier stratégique à la croisée de la croissance économique et du rayonnement international. Ces différentes séquences dessinent le portrait d'un royaume qui honore ses alliances historiques tout en affirmant avec assurance son rôle moteur sur le continent africain. Dans un monde en quête de partenariats fiables et d'un leadership éclairé, le Maroc ne se contente pas d'affirmer sa présence, il imprime sa dynamique. Alors avant de donner la parole à nos éminentes invitées, je me tourne à présent vers notre correspondant Adel Dessouky pour son reportage.
for this report. Le Congrès des États-Unis a marqué les 250e anniversaire de l'amitié maroco-américaine à l'occasion d'une cérémonie hautement symbolique mettant en lumière l'une des relations diplomatiques continues les plus anciennes de l'histoire contemporaine. Cette relation singulière trouve une origine au 1777, lorsque le Maroc figura parmi les premiers États à reconnaître officiellement l'indépendance des États-Unis, posant ainsi les fondements d'un lien bâti dès l'origine sur le respect mutuel et la confiance politique. Ce rapprochement historique fut consacré par la signature du traité d'amitié maroco-américain en 1786, lequel demeure à ce jour l'un des plus anciens accords diplomatiques encore en vigueur dans l'histoire des États-Unis. À l'occasion de cette commémoration, membres du Congrès et hauts responsables américains ont tenu à souligner que la relation entre Washington et Rabat ne relève ni de circonstances passagères, ni de fluctuations conjoncturelles de la vie politique, mais qu'elle s'inscrit dans un partenariat stratégique profond et durable. Celui-ci s'est progressivement élargi pour englober des domaines essentiels tels que la sécurité, la défense, la coopération économique et la lutte contre le terrorisme. Les intervenants ont également mis en exergue le rôle central joué par le Maroc sur la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant qualifiable des États-Unis en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, ainsi que comme partenaire clé dans la promotion de la stabilité régionale et la lutte contre les menaces sécuritaires transfrontalières. Cette célébration ne se voulait pas seulement un hommage au passé, mais également une affirmation claire du présent et une projection résolue vers l'avenir. Les responsables américains ont réaffirmé que le Maroc compte parmi les alliés les plus proches de Washington en dehors de l'OTAN. Ainsi, la commémoration par le Congrès américain du 250e anniversaire de l'amitié maroco-américaine atteste que ce lien ne relève pas uniquement d'un héritage historique prestigieux, mais il constitue un partenariat vivant, dynamique et continuellement renouvelé. Fondé sur une vision commune des intérêts réciproques et des valeurs partagées, cette relation fait du Maroc et des États-Unis un exemple singulier de coopération internationale ayant su traverser les épreuves du temps. Adel Dessouki, en direct devant le bâtiment du Congrès américain, Médien TV, Washington. What a great report. Thank you, Adel. Ryan, Excellent, merci Adel. Ryan, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, a salué cette cérémonie au Congrès, marquant près de 2 siècles et demi d'une alliance stratégique profondément ancrée dans l'histoire et portée par une vision commune. Dans quelle mesure cet événement a-t-il permis de mettre en évidence la profondeur du partenariat maroco-américain, ainsi que sa capacité à s'inscrire dans la durée et à se projeter résolument vers l'avenir? This long-standing American-Morocco partnership. Alors que nous commémorons les 250e anniversaire des relations unissant nos deux pays, cette célébration revêt une portée tout à fait singulière. Comme vous l'avez souligné, il s'agit de la relation diplomatique la plus ancienne que les États-Unis entretiennent avec une autre nation. Cet événement a mis en évidence la profondeur de notre histoire commune, ainsi que la confiance et la coopération qui, depuis l'origine, constituent le socle de notre traité bilatéral et continuent d'en assurer la pérennité aujourd'hui. Il convient également de souligner l'ampleur du soutien politique bipartisan dont bénéficie ce partenariat, la considération mutuelle qui caractérise les relations entre nos deux pays. Robert, lors de la cérémonie au Congrès, le sénateur Tim Sheehy a rappelé que le Maroc comptait parmi les tout premiers pays à avoir reconnu les États-Unis, à une époque où ces derniers étaient encore en train de s'affirmer sur la scène internationale. Dans quelle mesure ce soutien initial continue-t-il aujourd'hui de façonner et d'influencer la relation maroco-américaine? Conserve-t-il également une valeur stratégique au sein des cercles de réflexion et des centres de recherche spécialisés en politique étrangère à Washington, auxquels vous participez activement? Sans m'attarder longuement sur les considérations historiques, il importe toutefois de rappeler la portée des événements survenus il y a 250 ans. La reconnaissance des États-Unis par le Maroc ne relevait ni d'un geste de courtoisie, ni d'une décision dictée par des considérations purement symboliques. Elle s'inscrivait au contraire dans une logique stratégique fondée sur des intérêts convergents. En tant que puissance maritime établie, le Maroc a reconnu un État alors en voie de constitution, doté de capacités navales émergentes, dans l'espoir de voir s'affirmer un partenaire partageant son attachement au libre-échange.
et à la liberté de circulation sur les voies maritimes internationales. Ainsi, dès son origine, cette reconnaissance reposait sur une communauté d'intérêts clairement identifiée, laquelle a permis à la relation maroco-américaine de se maintenir et de se renforcer au fil des siècles. Il ne s'agissait nullement d'un acte émotionnel ou purement symbolique, mais bien d'un choix rationnel fondé sur des considérations stratégiques. Cette dynamique demeure pleinement d'actualité. Général Kimmitt, les États-Unis et le Maroc organisent chaque année l'exercice African Lion. De quelle manière la solidité du partenariat américano-marocain se manifeste-t-elle concrètement à travers cette coopération militaire et sécuritaire? En quoi le Maroc constitue-t-il un point d'ancrage stratégique pour le renforcement de la présence américaine en Méditerranée, en s'appuyant sur sa position singulière à l'interface géographique et géopolitique entre l'Afrique et le Moyen-Orient? C'est une question pertinente car il est indéniable qu'aux États-Unis persiste une profonde inquiétude face à la menace terroriste continue représentée par Al-Qaïda au Maghreb. Al-Qaïda dans le Caucase ainsi que par d'autres organisations terroristes qui ont trouvé refuge dans la région du Sahel africain et ont pu y mener leurs activités. Le Maroc, avec son littoral stratégique dans cette région, constitue un partenaire clé avec lequel nous entretenons des relations diplomatiques étroites et des liens militaires solides. Si l'on cherche à identifier un antibiotique pour contrer cette menace sur le continent africain, il est évident que cette solution repose avant tout sur la relation entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Robert, poursuivons notre analyse sous l'angle politique et diplomatique. Le sénateur démocrate Tim Sheehy, personnalité influente qui avait été pressenti comme colistier potentiel d'Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle face à Donald Trump, a rappelé l'importance stratégique majeure de la relation avec le Maroc, appelée selon lui à se renforcer encore à l'avenir. Cette observation conduit naturellement à la question du Sahara. L'Organisation des Nations Unies a été le cadre d'évolutions notables au cours de l'année écoulée, tandis que des démarches sont actuellement engagées en vue de parvenir à un accord entre l'Algérie et le Maroc. Dans quelle mesure ce partenariat peut-il constituer un levier déterminant pour faire progresser le dossier du Sahara vers une solution durable pour la première fois depuis plusieurs décennies? L'année 2025 a été marquée par un événement majeur. Comme l'a souligné le général Kimmitt, le Maroc joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le partenariat américano-marocain relatif à la question du Sahara constitue un pilier fondamental dans la résolution du problème du terrorisme en Afrique du Nord-Ouest. Il y a 5 ans, le président Trump a pris la décision historique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Un geste qui a conduit le Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir la vision marocaine en vue de résoudre cette question. L'octroi d'une autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine constitue la seule voie viable pour parvenir à une solution définitive à la question saharienne. Abordons désormais la mise en œuvre de l'approche marocaine, une avancée significative dans ce processus. Il est légitime d'espérer que le partenariat maroco-américain élargi à de nombreux autres pays, comme l'a montré le vote du Conseil de sécurité, continue de progresser en vue de l'atteinte de l'objectif final. Cela marquerait une étape cruciale dans la résolution de ce problème complexe, qui demeure irrésolu depuis de nombreuses années. Général Kimmitt, abordons cette question sous l'angle strictement militaire. L'Algérie bénéficie d'un appui significatif de la Russie, en particulier en matière d'équipement et de livraison d'armement. Dans quelle mesure cette relation influe-t-elle sur les équilibres géopolitiques régionaux, notamment dans un contexte où les États-Unis s'emploient à contenir et à réduire l'influence russe, que ce soit en Syrie ou dans d'autres théâtres stratégiques? Par ailleurs, quel rôle le partenariat américano-marocain joue-t-il au sein de cet ensemble complexe de stratégies et d'alliances en matière de défense? Well, I think it's important to understand that there are many countries where they use their defense relationships as a manner. Il me semble essentiel de comprendre que de nombreux pays utilisent leurs relations de défense comme un levier pour maintenir de bonnes relations avec toutes les parties concernées.
ce qui peut être considéré comme une forme de diplomatie militaire. Certains de nos plus proches alliés, si vous les visitez, accueillent également des Russes et des Chinois. La présence de matériel militaire russe sur le terrain ne me pose pas nécessairement de problème. Toutefois, il existe des limites et des lignes rouges à ne pas franchir, notamment lorsque cette présence signifie que l'Amérique perd une part substantielle de son influence auprès de ces nations. Tant que nous restons leaders dans nos relations, la présence d'hommes d'affaires chinois ou de conseillers militaires russes ne m'inquiète pas. Cette logique s'applique également au cas que nous analysons. Robert, intéressons-nous à présent aux enjeux commerciaux. Les progrès réalisés dans le Sahara marocain sont-ils de nature à ouvrir de nouvelles opportunités économiques, notamment à travers l'éventuelle ouverture d'un consulat américain à Dakhla? Par ailleurs, l'initiative atlantique impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI pourrait favoriser l'émergence de nouveaux corridors commerciaux reliant l'Afrique subsaharienne à Tanger et au-delà, entraîner ainsi une intensification des flux d'exportation et d'importation entre le Maroc et les États-Unis. Dans quelle mesure ce partenariat participe-t-il à l'accélération de cette dynamique, à la fois sur les plans commercial et diplomatique? Je suis convaincu que les 10 à 20 prochaines années offriront des opportunités exceptionnelles pour élargir le partenariat maroco-américain et renforcer le rôle du Maroc en tant que porte d'entrée des États-Unis vers de nombreux pays africains. Le Maroc a investi de manière significative pour se positionner comme la principale passerelle commerciale entre le monde et le continent africain. Je crois fermement que l'approfondissement de ce partenariat sera extrêmement avantageux pour les États-Unis, car l'Afrique est devenue un enjeu majeur pour l'Amérique, qui cherche diplomatiquement à résoudre de nombreux conflits armés de longue date, un domaine particulièrement suivi par l'administration Donald Trump. Le Maroc, selon moi, peut constituer la porte d'entrée par laquelle les États-Unis, dans les 2 prochaines décennies, pourront réaliser d'importants investissements sur le continent africain, au bénéfice des Marocains, bien entendu, des Africains et des Américains. Robert, vous qui avez vécu au Maroc et porté un regard attentif sur sa société, quels éléments permettent selon vous de comprendre pourquoi le Maroc capte davantage l'attention et l'intérêt du public américain que d'autres pays du monde arabe et musulman? J'ai eu le privilège de vivre au Maroc avec ma famille, où mes enfants ont été scolarisés. Cette expérience a été des plus enrichissantes, en grande partie grâce à l'hospitalité marocaine d'abord, à la cuisine délicieuse et à la beauté du pays. Si vous demandiez à n'importe quel Marocain ce qui le distingue des autres régions du Moyen-Orient, il vous dirait probablement « c'est ce qu'ils vous diront là-bas, mais ici, nous sommes fondamentalement différents ». Nous rejetons l'extrémisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Les Marocains, dans leur grande majorité, rejettent les solutions radicales face aux problèmes complexes. Et c'est une caractéristique importante qui distingue la société marocaine. Je pense que les Marocains acceptent pleinement qu'il leur reste encore un long chemin à parcourir pour progresser sur les plans social, économique et politique. Mais ils ne recherchent pas de solutions rapides et extrêmes. Ils voient d'un bon œil le partenariat américain pour aider à résoudre certains de leurs défis, bien que tous les pays du Moyen-Orient ne partagent pas nécessairement le même enthousiasme pour les solutions proposées par les États-Unis face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Très bien, je vous remercie. Lorsqu'on évoque l'amitié historique entre le Maroc et les États-Unis ainsi que la fonction de trait d'union qu'exerce le Royaume vers le continent africain, le sport s'impose comme l'illustration la plus concrète et la plus parlante de cette relation. Reportage. يشكل دور الحكمة الرشيدة وحسن تدبير السياسة الرياضية في المغرب أحد أبرز العناوين التي تفسر الحضور المتنامي للمملكة. Le rôle de la bonne gouvernance et de la gestion rigoureuse de la politique sportive au Maroc constitue l'un des facteurs déterminants expliquant l'affirmation croissante du royaume sur les scènes sportives continentales et internationales. Cette trajectoire ne révèle nullement du hasard, mais procède d'une vision stratégique claire et cohérente, portée depuis plus d'un quart de siècle par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc a ainsi mis en œuvre une politique sportive fondée sur des investissements structurants, la modernisation des infrastructures, la rénovation
rénovation des stades et la création de centres de formation et d'entraînement répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Cette démarche a permis au Royaume de se doter d'installations modernes aptes à accueillir les plus grandes manifestations sportives mondiales tout en respectant scrupuleusement les normes organisationnelles et sécuritaires reconnues à l'échelle internationale. À cet égard, le Maroc s'est imposé comme une référence et un modèle à suivre. Ce parcours s'est concrétisé par des succès majeurs, notamment l'organisation exemplaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ainsi que l'honneur d'accueillir la phase finale de la Coupe du Monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Au-delà de la dimension sportive, ces événements ont constitué une véritable vitrine culturelle et humaine, révélant au monde la profondeur de la civilisation marocaine, la richesse de sa diversité culturelle et l'hospitalité légendaire de son peuple. Les visiteurs ont découvert non seulement des infrastructures sportives de haut niveau, mais également une histoire millénaire, des villes dynamiques et une société ouverte, capable de conjuguer authenticité et modernité. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la politique sportive marocaine a ainsi réussi à ériger le sport en un instrument de soft power au service de la diplomatie, du rayonnement international et de la promotion du tourisme national. Elle a contribué à renforcer l'image d'un Maroc moderne, organisé, fidèle à son histoire et pleinement tourné vers l'avenir, capable de dialoguer avec le monde dans le langage de la réussite et de l'excellence. C'est le Maroc de la jeunesse, de l'ouverture et de la beauté, dont l'avenir s'annonce, à n'en point douter, encore plus prometteur. Over the past year, Morocco has inspired me personally. I've walked its streets, I've sat with its students, I've spent time with people who are proud of their country. Au fil de l'année écoulée, le Maroc s'est imposé à mes yeux comme une source d'inspiration majeure. J'ai sillonné ses villes, dialogué avec ses étudiants et partagé des moments privilégiés avec ses citoyens, animés d'une fierté légitime et d'une confiance affirmée dans l'avenir de leur pays. À Casablanca, j'ai rencontré de jeunes leaders porteurs d'une vision résolument tournée vers l'international, tout en restant profondément attachés aux valeurs marocaines. À Tanger, mes échanges avec les équipes de Média TV m'ont permis de mesurer concrètement la capacité du Maroc à maîtriser son récit avec professionnalisme, rigueur et assurance. Au port de Tanger-Med, j'ai observé des véhicules produits au Maroc destinés aux marchés mondiaux, illustration éloquente de ce que l'ambition peut accomplir lorsqu'elle s'accompagne d'une exécution méthodique. À Washington, un petit déjeuner partagé avec des familles marocaines a offert un moment simple et authentique, résumant à lui seul l'essence du Maroc, chaleur humaine, générosité et profond attachement aux traditions. Cet esprit s'est également exprimé avec force sur les terrains de football. Ces dernières semaines, le Maroc a accueilli l'Afrique à l'occasion du plus grand tournoi du continent, faisant preuve d'un professionnalisme remarquable et d'une organisation exemplaire. Le monde a pu constater les qualités des infrastructures, la maîtrise de la sécurité, l'efficacité logistique et une hospitalité sincère. L'équipe nationale a, pour sa part, offert des moments de joie et de combativité, notamment à travers des victoires disputées face à des adversaires de haut niveau, incarnant discipline, unité et confiance collective. C'est pour ces raisons que je porte aujourd'hui le maillot de l'équipe nationale marocaine. Le sport révèle souvent l'âme profonde d'une nation, et la présence du Maroc s'est affirmée avec une force évidente. En définitive, une vérité stratégique s'impose. Dans un monde riche en ambition, le Maroc se distingue non par ses déclarations, mais par la réalité de ses accomplissements. Bienvenue au Maroc. Passons maintenant à notre correspondante, Chorouk Diab, pour son reportage. Let's go to our correspondent, Chorouk Diab, for this report. Hello, Chorouk. Le Maroc a une fois encore démontré sa pleine capacité à organiser des manifestations continentales d'envergure, à travers le succès éclatant de l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations, un tournoi érigé en référence en matière de professionnalisme, de rigueur organisationnelle et de qualité de gestion. Dès les premières phases, les préparatifs ont traduit une vision claire, reposant sur une planification méthodique et sur une mobilisation optimale de l'ensemble des ressources nationales. Des infrastructures sportives modernes répondant aux standards internationaux, des réseaux de transport performants
un dispositif sécuritaire efficace ainsi que des services logistiques souples et hautement professionnels ont facilité les déplacements des supporters et des délégations, tout en garantissant le déroulement des rencontres dans le respect strict des calendriers et des exigences de discipline. Ce succès ne s'est pas limité aux seuls aspects techniques et organisationnels. Il s'est également illustré par sa dimension humaine et culturelle. Les visiteurs venus de divers pays africains ont découvert un Maroc ouvert et accueillant, conjuguant modernité et profond ancrage africain, où l'hospitalité et la chaleur humaine ont constitué une constante tout au long de la compétition. Sur le plan médiatique, la couverture télévisuelle et l'organisation des dispositifs de presse ont été largement salués, tant pour la qualité des images que pour la réactivité du traitement de l'information. Cette excellence a renforcé le rayonnement continental et international du tournoi. Par ailleurs, l'événement a donné une impulsion notable à plusieurs secteurs économiques. Les villes hôtes enregistrent une forte dynamique au niveau de l'hôtellerie, de la restauration et des infrastructures touristiques. Il a ainsi confirmé que le sport constitue désormais un véritable levier de développement. Sur le plan diplomatique, la réussite de cette organisation a véhiculé des messages clairs quant à la place du Maroc dans son environnement africain, celle d'un pays capable de porter des initiatives majeures et d'utiliser le sport comme un instrument de rapprochement entre les peuples et de renforcement des partenariats à l'échelle du continent. L'organisation de la CAN n'a donc pas été un simple événement sportif ponctuel, mais une étape décisive consacrant le leadership du Maroc dans l'accueil de grandes manifestations internationales. Elle confirme qu'un royaume doté d'une vision stratégique claire et d'une volonté constante est en mesure de faire du football un vecteur de réussite. Thank you, Chorouk. Congratulations to Morocco and to the Moroccan people. Merci Chorouk et toutes nos félicitations au Maroc ainsi qu'au peuple marocain pour cette prestation exceptionnelle. Quiconque a eu l'opportunité de visiter ou de résider au Maroc, comme Robert, comprend aisément pourquoi ce pays laisse une empreinte aussi profonde. Sa beauté est indéniable et son histoire particulièrement riche. Mais ce qui le rend véritablement unique, c'est l'esprit qui l'anime, la générosité de ses habitants et une hospitalité qui marque durablement, bien au-delà du séjour. Merci de nous avoir suivis depuis Washington. Nous vous invitons à prolonger cette émission sur les différentes plateformes numériques de Médien TV. Merci à nos invités de renom pour la qualité de leurs analyses, le général Mark Kimmitt, le docteur Robert Satloff, ainsi que notre chroniqueur Ryan Ekstrom. Mes remerciements s'étendent aussi à nos correspondants Chorouk Diab et Adel Dessouki à la Maison-Blanche, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de production, sous la direction de l'éminent réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. Min Washington. Thank you and we'll see you soon.